Paris, le 8 octobre 2025, 14h30. Dans le salon doré de l'Élysée, Emmanuel Macron appose sa signature un trait de plume, Mont-Blanc précis, presque nonchalant, sur le décret de nomination le plus risqué de toute sa présidence. Son choix, Sébastien Lecornu, reconduit Premier ministre pour la deuxième fois de sa carrière politique. Ce que Macron ne pouvait pas savoir, ce qu'il ne pouvait absolument pas anticiper, c'est qu'à cet instant précis de ce même geste, il signait aussi sans le réaliser l'arrêt de mort définitif de son propre pouvoir présidentiel. En face de lui, derrière le bureau historique, Lecornu se tenait debout. 40 ans depuis 3 semaines à peine, le visage impassible, les mains croisées dans le dos, calme, trop calme. 18 mois plus tôt, c'est dans le fracas assourdissant des révélations les plus explosives sur la corruption présidentielle, des révélations qui avait littéralement ébranlé toute la République qu'il avait quitté Matignon. Sébastien revenait, triomphalement cette fois. Mais le type qui franchissait cette porte, il n'avait rien à voir avec celui d'avant. Les épreuves politiques terribles qu'il avait traversées l'avaient transformé, profondément endurci. Et surtout, et c'est là que c'est intéressant, complètement libéré de toute loyauté aveugle envers Emmanuel Macron. Macron lève les yeux, lentement. Il vient de parapher le décret officiel et il dit avec ce ton qu'il utilise quand il veut paraître sincère « J'espère sincèrement que nous pourrons repartir sur des bases complètement nouvelles et saines. Le passé, c'est définitivement le passé. Il faut tourner la page. » Et là, Lecornu sourit. Sauf que ce sourire-là, c'est plus le même. Plus froid, plus calculateur, plus dangereux. Et il répond simplement « Bien sûr, Monsieur le Président, le passé, c'est effectivement le passé. » Macron n'a pas capté l'ironie, cette ironie subtile, venimeuse, parfaitement dissimulée dans la voix posée de son nouveau Premier ministre. Et franchement, comment l'aurait-il pu? Cet homme était englué jusqu'au cou dans une crise politique d'une violence rare, des manifestations qui paralysaient les grandes villes chaque semaine, une popularité en chute libre dans tous les sondages et une opposition parlementaire qui réclamait unanimement sa démission immédiate. Il avait désespérément besoin de Lecornu, viscéralement besoin, parce que Lecornu était le seul capable de rassurer en même temps la droite traditionnelle, ôter le centre modéré. Ce que Macron ignorait absolument totalement, c'est que pendant ces 18 mois d'exil politique forcé, Lecornu n'avait pas simplement attendu. Il avait préparé, méthodiquement, obsessionnellement. Chaque faiblesse structurelle du système Macron, il l'avait étudiée. Chaque point de vulnérabilité institutionnelle, il l'avait cartographié. Chaque alliance utile dans les milieux politiques, médiatiques, financiers, il l'avait tissée en silence. Et maintenant, par un retournement ironique du destin dont l'histoire seule gardera le souvenir Macron, venait de lui-même de lui tendre les clés du royaume. Alors là, regardez bien ce qui se passe dans ce bureau feutré de l'Élysée. Lecornu s'avance d'un pas calculé chaque foulée. C'est une intention vers la porte capitonnée. Et là, il lâche sa condition posée, sans trembler, une carte blanche totale pour former son gouvernement selon ses propres critères, pas une demande, une exigence. Macron, il répond immédiatement, visiblement soulagé, et ça c'est le détail qui dit tout. Ce oui instantané, c'est pas de la confiance, c'est du soulagement. Il était dans le pétrin et Lecornu venait d'en sortir. Vous avez ma confiance la plus totale, mon soutien indéfectible. Belle formule, très présidentielle, mais dans la tête de Lecornu, un sourire imperceptible, intérieur, glacial. Votre confiance totale, nous verrons bien ce qu'elle vaut vraiment. Pendant ce temps, dans les couloirs, ça s'agite. Les conseillers de l'Élysée tournent en rond nerveux comme jamais. Parce qu'ils savent exactement ce que cette nomination représente, un pari politique extrêmement risqué. Ils l'ont tout compris, mais le choix est fait. Et Lecornu, lui, il sait précisément où il met les pieds. Mais soyons honnêtes, Macron n'avait plus aucune carte à jouer. La France était en train de se désintégrer sous ses pieds, grève permanente, blocage, ingouvernabilité totale. Et dans ce chaos, il n'existait qu'un seul homme capable de remettre de l'ordre. Un seul, Lecornu. Quelques heures plus tôt, dans ce même bureau feutré de l'Élysée, Alexis Kohler avait posé la question que tout le monde pensait tout bas. « Monsieur le Président, êtes-vous vraiment certain que Lecornu soit le bon choix ?» Après tout ce qui s'est passé, ces révélations, la trahison publique, et là, Macron avait souri.
Ce sourire particulier, celui de l'homme qui croit avoir trouvé la solution parfaite. Justement, Alexis, le cornu connaît mes secrets les plus compromettants, et précisément pour ça, il ne peut plus les révéler. Jamais. Parce que ce faisant, il se détruirait lui-même. C'est notre équilibre de la terreur, notre assurance mutuelle, la destruction mutuelle assurée à la française. Ce soir-là, le cornu est entré dans les bureaux de Matignon, rue de Varennes, ses anciens bureaux, et là, rien n'avait bougé. Les mêmes meubles d'époque cirés à la perfection, les mêmes tableaux accrochés au mur lambrissés, la même vue sur ces jardins à la française impeccables, apaisants. Tout était identique à ce qu'il avait connu avant son départ forcé, tout sauf lui. Parce que Cowley, lui, il le savait. Ça faisait plus de 15 ans qu'il fréquentait Le Cornu dans les cercles parisiens, 15 ans à observer cet homme. Et ce qu'il ressentait ce soir-là, un pressentiment viscéral profond impossible à ignorer. Le Cornu n'était pas le genre d'homme à oublier une trahison. Surtout pas une trahison aussi publique, aussi humiliante. Il avait osé insister. Non, Kohler n'avait pas osé. Mais l'ancien Premier ministre lui avait changé, radicalement, profondément, définitivement. Première chose qu'il fit convoquer Pierre Dubois. Vous vous souvenez de lui, l'ancien chef de cabinet, éjecté sans ménagement, après les révélations explosives de 2024 qui avaient depuis rongé son frein dans l'amertume d'un exil professionnel qu'il jugeait profondément injuste. Le Cornu le reçoit dans ce bureau directorial que Dubois connaissait par cœur. Solennellement, il lui pose la question. « Pierre, j'espère sincèrement que vous avez conservé précieusement tous les dossiers sensibles que je vous avais explicitement demandé de mettre en sécurité. » Et là, Dubois sourit, le sourire de celui qui a attendu longtemps, très longtemps. Tout est là, monsieur le Premier ministre. Documents compromettants, enregistrements audio secrets, preuves accablantes, classées, répertoriées, stockées en lieu sûr, absolument tout. Parfait, mais voilà où le plan devient véritablement diabolique. Le Cornu explique « La première fois, j'ai balancé publiquement les secrets de Macron par pure colère, par soif de vengeance immédiate. Erreur tactique majeure, cette fois je vais m'en servir pour le contrôler. Le plan machiavélique, mes amis, était d'une simplicité redoutable, pas question de détruire Macron, publiquement comme en 2024, ce qui avait provoqué un chaos politique général. Non, cette fois, Le Cornu allait le maintenir en vie politiquement, mais sous sa domination personnelle, absolue et invisible. Le président deviendrait sa marionnette. Et lui, il tirerait discrètement toutes les ficelles depuis les bureaux feutrés de Matignon. Le lendemain matin, dès 8 heures, il commence à former son gouvernement, sans consulter Macron une seule fois. Il nomme qui il veut, quand il veut, dans les fonctions qu'il veut. Vers midi, Alexis Kohler appelle voix légèrement inquiète. « Monsieur le Premier ministre, le Président aimerait beaucoup discuter personnellement avec vous de vos choix ministériels avant leur officialisation. Faites savoir respectueusement au Président que la composition de mon gouvernement est fixée définitivement et qu'elle n'est pas sujette à discussion. » C'est ainsi sèchement, sans daigner lever les yeux de ces dossiers, que Le Cornu répondit à l'émissaire de l'Élysée. Si Monsieur le Président a des objections à formuler, qu'il les couche par écrit avec ses arguments, noir sur blanc. Une bombe diplomatique, une vraie. Jamais en 70 ans de vœux république, un Premier ministre fraîchement nommé n'avait osé opposer un tel mur à l'autorité présidentielle. Macron convoqua donc Le Cornu dans l'heure, le même après-midi. « Sébastien, ce que vous faites est impossible. Former un gouvernement sans me consulter au préalable, c'est contraire à tous nos usages. » Face au bureau présidentiel, dans le fauteuil Louis XV, Le Cornu croisa calmement les jambes, regarda Macron droit dans les yeux, prit le temps. « Monsieur le Président, hier, vous m'avez accordé carte blanche. Il n'existe pas de « mais » qui tienne ici. Soit vous me faites confiance réellement et vous respectez votre parole, soit vous ne me faites pas confiance. Et dans ce second cas, je démissionne sur le champ et je révèle à toute la presse les véritables raisons pour lesquelles vous m'avez renommé à ce poste. Vous avez envie de savoir ce qu'est un chantage politique parfait. Pas un chantage maladroit, pas un chantage approximatif, non. Un chantage chirurgical, explicite, direct, imparable. C'est exactement ce qui venait de se dérouler dans ce bureau. Et Macron, ce Macron qui avait survécu à tant de crises, qui savait parler, manœuvrer, temporiser, Macron lui pâlit. Ses mains devinrent moites.
Il posa la question que n'importe qui aurait posée face à l'inimaginable. « Qu'est-ce que vous voulez dire exactement ?» La réponse fut une exécution, froide, précise, construite comme un arrêt de mort. « Vous ne m'avez pas nommé pour mes compétences. Vous m'avez nommé parce que vous pensiez que mes secrets, vos secrets, me retenaient prisonnier, que la connivence me rendrait docile. Mais voilà le problème avec ce raisonnement, il est faux. Connaître les secrets de quelqu'un, ce n'est pas être lié à lui. C'est tenir une arme chargée en permanence pointée dans sa direction et décider soi-même quand appuyer sur la gâchette. » Le silence qui suivit était d'une densité rare. On n'entendait que le tic-tac de la pendule empire sur la cheminée indifférente mécanique implacable. Et c'est là, dans ce silence, que Macron comprit. Pas progressivement, brutalement, avec une terreur qui ne demandait pas la permission de s'installer. Il venait de commettre l'erreur la plus monumentale de sa vie politique. En nommant Lecornu à ce poste pour mieux le tenir en laisse, Macron venait de commettre l'erreur la plus catastrophique de sa vie politique. Ce n'était pas un allié qu'il avait fabriqué, c'était son bourreau. Il lui avait remis de ses propres mains tous les outils institutionnels nécessaires pour le détruire méthodiquement. « Qu'est-ce que vous voulez exactement de moi ?» La voix de Macron blanche tremblante trahissait enfin ce qu'il ressentait. La réponse fusa nette chirurgicale. « Ce que je veux, c'est d'une simplicité absolue. Gouverner la France, vraiment, pas en faire semblant. Vous restez président, le titre, les voyages officiels, les discours télévisés, les cérémonies, tout ça c'est pour vous. Mais les vraies décisions, les arbitrages qui comptent, ça c'est moi seul. » Macron encaissa, puis « Ce que vous décrivez là, c'est un coup d'État constitutionnel. » Un sourire peut-être, une pause calculée. « Appelons ça un partage équitable du pouvoir républicain. Vous gardez les honneurs, la lumière, la reconnaissance internationale. Moi, je prends modestement la réalité du pouvoir exécutif. » Le piège s'était refermé parfaitement sur Macron. Deux options, aucune issue. Refuser Lecornu claquait la porte et balançait tout à la presse un nouveau scandale national garanti. Accepter, il devenait président de façade fantoche dans son propre palais. Et si je refuse votre proposition ? Lecornu ne répondit pas immédiatement. Il glissa la main dans sa poche, en sortit son téléphone crypté avec une lenteur calculée, fit défiler l'écran jusqu'à un dossier audio précis et le tendit vers Macron. « C'est l'enregistrement complet de votre conversation confidentielle avec Xi Jinping, le 15 septembre, celle où vous lui promettez des informations privilégiées sur les positions françaises pour le prochain sommet. Vous voulez que je balance ça ce soir sur toutes les chaînes ?» Macron s'effondra dans son fauteuil, littéralement. Le visage défait, décomposé, l'image même d'un homme qui vient de comprendre qu'il a déjà perdu. « Attends, comment tu as mis la main sur cet enregistrement ? C'était une ligne cryptée ultra sécurisée. » Et là, lui, il sourit, pas nerveux, pas pressé. Il répond calmement. « J'ai mes sources, monsieur le président. 18 mois d'exil forcé, vous savez ce que ça vous laisse, ça, du temps. Un temps fou. Alors j'ai tissé des réseaux méthodiquement partout dans les services secrets, dans l'administration, dans les médias, dans le monde des affaires. J'ai des alliés dans chaque sphère maintenant. Vous avez commis une erreur fondamentale en me sous-estimant. » Là, le président encaisse et il pose la question concrètement. « Qu'est-ce que tu veux de moi ?» Simple. Vous signez aujourd'hui un décret présidentiel secret. Ce décret m'accorde des pouvoirs élargis sur l'ensemble de la politique intérieure et économique du pays. Vous vous gardez formellement la défense nationale et les affaires étrangères, mais même là, vous me consulterez avant chaque décision stratégique. Le président marque une pause, il tente quand même, et si je refuse, et lui, sans ciller, demain matin à la première heure, toute la France apprend que son président de la République vend des secrets d'État à des puissances étrangères. Ce ne sera pas une crise politique, ce sera un procès pour haute trahison, avec très probablement la réclusion criminelle à perpétuité au bout. Macron n'avait plus le choix, aucun, objectivement. Ce soir-là, dans le secret le plus absolu, il signait le décret présidentiel confidentiel qui transformait officieusement Lecornu en véritable dirigeant de facto de la République française. Mais ce décret secret, il n'était que le tout début. Le tout début du plan machiavélique de Lecornu. Parce qu'une fois le pouvoir réel solidement entre ses mains expertes, il n'a pas attendu. Il a commencé immédiatement à transformer systématiquement, méthodiquement tout l'État français selon sa vision politique personnelle.
Première mesure radicale. Il limogea immédiatement sans préavis tous les conseillers personnels de Macron, remplacés par ses propres hommes de confiance triés sur le volet. L'Élysée devint alors quoi? Une coquille vide, impressionnante certes, mais inoffensive, un président officiellement maintenu, mais privé de tous ses principaux leviers de pouvoir réel. Deuxième mesure stratégique, il centralisa autoritairement toutes les décisions gouvernementales importantes à Matignon. Fini les rapports au président, chaque ministre, sans la moindre exception, ne devait désormais de compte qu'à lui et à lui seul. Troisième mesure, et celle-là on n'en parle pas assez, une surveillance électronique totale de Macron, mise en place discrètement, méthodiquement. Les appels, les rendez-vous privés, les moindres déplacements présidentiels, tout ça capté, archivé entre les mains des services secrets loyaux à Lecornu. Et le matin, pendant les réunions à Matignon, Lecornu avait ce petit rituel qu'il affectionnait particulièrement. Notre cher président, il se porte bien ce matin, posé avec le calme de quelqu'un qui sait déjà. Et Pierre Dubois, sourire en coin, répondait « Il s'habitue, monsieur le Premier ministre. Progressivement, il s'habitue. » Chaque jour qui passait, les Français se réveillaient avec la même question bizarre au fond de la gorge, mais qu'est-ce qui se passe vraiment à l'Élysée? Macron, le président, rappelons-le, avait littéralement disparu du paysage politique. Pas physiquement, non. Il était là, présent, souriant sur les photos officielles. Mais politiquement, néant total. Une ombre, un fantôme en costume Dior. Pendant ce temps, Lecornu, lui, il bossait. Et pas qu'un peu. Réforme fiscale, lui. Restructuration administrative, lui. Nouvelles alliances internationales que personne n'avait vues venir. Encore lui. Les médias appelaient ça pudiquement une cohabitation inhabituelle, comme si on pouvait habiller ça avec un joli mot et passer à autre chose. Mais soyons honnêtes là, ce n'était pas une cohabitation, c'était une substitution. Silencieuse, méthodique, totale. En quelques mois à peine, Lecornu avait accompli ce que Macron n'avait pas réussi à faire en 5 ans de mandat. 5 ans. Et lui, quelques mois. Le calcul est brutal, la réalité encore plus. Et vous savez ce qui est vraiment savoureux dans tout ça? Ces réformes, celles qu'on lui attribuait, celles qui portaient son empreinte, elles cartonnaient dans les sondages. Massivement. Semaine après semaine, sa cote grimpait. Et pendant ce temps-là, celle de Macron, elle s'effondrait, tranquillement, inexorablement. Un journaliste, lors d'une conférence de presse à Matignon, ose poser la question « Monsieur le Premier ministre, de plus en plus de gens ont l'impression que c'est vous qui gouvernez réellement ce pays. Pas le président, vous. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?» Et lui, avec ce sourire, vous savez, ce sourire d'élève modèle qui a très bien compris le jeu, il répond « Nous formons une équipe soudée complémentaire en parfaite harmonie avec Monsieur le Président. » Une équipe soudée, bien sûr, évidemment. Tout le monde à Paris savait exactement ce que valait cette réponse-là. C'était de la politesse habillée en mensonge. Et franchement, même ça, c'était fait avec classe. Attendez. Est-ce que vous réalisez ce qui vient de se passer? Parce que moi, franchement, j'ai dû relire 2 fois pour y croire. 6 mois. 6 petits mois. C'est tout ce qu'il a fallu à Lecornu pour accomplir ce que personne, et je dis bien personne, ne croyait possible. Sans coup d'État, sans vote de défiance, sans même lever le petit doigt officiellement, il dirige la France, pour de vrai, concrètement. Et Macron, dans tout ça, il est toujours là, oui. Il signe encore les décrets, il serre encore les mains lors des sommets, il fait encore ses beaux discours à la télé. Mais c'est du théâtre, mes amis, de la mise en scène pure. Parce que le vrai pouvoir, il a changé de main, et tout le monde dans les couloirs de l'Élysée le sait. Ce qu'on pensait être une république présidentielle s'est métamorphosé en douce en un régime parlementaire de facto, avec Lecornu comme Premier ministre de l'ombre, tout puissant, incontesté. Mais voilà ce qui est vraiment glaçant, Macron n'est pas juste marginalisé, il est piégé. Ses secrets les plus compromettants, Lecornu les tient. Ses conversations privées, écoutez, ses propres gardes du corps de confiance, remplacés par des hommes qui rendent compte à l'autre. Il est président de la République et prisonnier dans son propre palais, une façade démocratique de prestige. 1 an. Il n'a fallu qu'1 an, 1 an pile après cette nomination que tout le monde a oublié d'analyser, et voilà la France a un président fantoche et un Premier ministre qui tient les rênes dans l'ombre. Chaque matin depuis son bureau progressivement vidé de tous ses conseillers historiques,
Il contemple les jardins de l'Élysée et se pose la même question qui le ronge. Comment ai-je pu être aussi stupide, aussi naïf? Parce que le calcul de départ, c'était simple, utiliser l'écornu comme un instrument politique, une pièce sur l'échiquier. Sauf que c'est lui qui s'est retrouvé la marionnette. La transformation est totale, irréversible. Et le pire dans tout ça, personne ne peut rien y faire légalement. Constitutionnellement, tout est parfaitement en règle. Tout est républicain, tout est légal. Le coup d'État le plus propre de l'histoire moderne sans un seul coup de feu. Voilà ce que l'histoire retiendra. Pas une révolution de palais avec du sang sur les murs. Pas un coup de force médiatique. Rien de tout ça. Juste un homme patient, silencieux, méthodique. Lecornu n'a pas pris le pouvoir, il l'a absorbé, lentement, millimètre par millimètre, profitant de chaque fissure, de chaque doute, de chaque erreur de calcul de son adversaire. C'est ça le génie froid, tu ne brises pas ton ennemi, tu le laisses te briser lui-même pendant que tu tiens la corde. Macron, officiellement président, constitutionnellement, juridiquement, tout ce que vous voulez, les textes disent qu'il gouverne. Mais la réalité politique, elle raconte une toute autre histoire, un trône occupé par une silhouette vide, une signature sans volonté derrière elle, un symbole, rien de plus. Et le comble, c'est lui-même qui avait tout orchestré pour garder l'écornu sous contrôle. Il pensait tenir le chien en laisse. Il n'avait pas vu que le chien lui tenait déjà la laisse depuis longtemps. La revanche de Sébastien Lecornu. Elle n'est pas spectaculaire. Elle est pire que spectaculaire. Elle est propre, elle est totale, elle est définitive. Et voilà le paradoxe absolu, mes amis. L'homme le plus puissant de France avait lui-même signé de sa propre main le document qui le condamnait. Pas sous la contrainte, pas dans l'ombre d'un couloir, non en toute conscience, avec sa propre plume. Il croyait amadouer son adversaire. Il lui avait remis les clés du palais. L'arroseur s'était fait arroser. Le manipulateur avait été manipulé. Et le maître était devenu l'esclave. Lecornu lui régnait désormais sur la France, légalement, constitutionnellement, républicainement. Mais attendez, parce que cette histoire, elle ne s'arrête pas là. 3 mois après avoir écrasé Macron sous son talon politique, Lecornu décide de passer à la vitesse supérieure, contrôler le président. Trop facile, désormais il voulait quelque chose de plus grand, éliminer chaque rival potentiel, verrouiller la classe politique tout entière et s'installer dans une hégémonie qui ne laisserait aucune issue. Le 15 janvier 2026. Matignon. Réunion secrète. Vous connaissez ces invitations qui ne ressemblent à aucune autre. Pas de convocation officielle, pas de tampon de la République. Juste une phrase froide posée là comme une lame sur une table. Nous avons des intérêts communs à discuter. Et qui répond à ce genre de message, les gens qui ont quelque chose à perdre ou quelque chose à regagner. Ce soir-là, dans le Salon Bleu de Matignon, 3 poids lourds de la politique française, se retrouvent face à face Le Pen, Mélenchon, Wauquiez. Des ennemis jurés. Des gens qui, en temps normal, ne se serreraient même pas la main dans un couloir. Et pourtant, ils sont là, assis. Qui les a réunis? Lecornu. Il prend la parole calme, presque trop calme. Nous avons tous été trahis par Macron. À un moment ou un autre, chacun d'entre vous le sait. Le Pen fronce les sourcils. Elle n'est pas du genre à se laisser embarquer sans comprendre où on l'emmène. Où voulez-vous en venir exactement? La réponse de Lecornu est chirurgicale, un pacte. Un accord. Gouverner la France, selon leurs convictions, sans subir les caprices d'un président qu'il qualifie lui-même de déconnecté. Mélenchon lui réagit comme on s'y attend, avec du concret, avec du scepticisme. Macron est toujours président. Que je sache. Et là, Lecornu sourit. Ce sourire énigmatique qu'on ne lui connaissait pas. Officiellement, oui. Officieusement, les choses ont beaucoup changé. Il ouvre un tiroir, il pose 3 dossiers épais sur la table. Preuves de corruption, enregistrement, conversation avec des dirigeants étrangers, documentation complète, tout est là. Sérieusement, là on est dans du lourd les gars. 3 chefs de l'opposition les plus redoutables du game politique français qui se retrouvent là, les yeux grands ouverts comme des gamins devant un sapin de Noël. Sauf que sous ce sapin, c'est pas des cadeaux. C'est du pouvoir, du vrai, du massif. Wauquiez le mec qui d'habitude a une réponse à tout, il lâche juste « Qu'est-ce que vous attendez de nous ?» Même lui, il n'a pas les mots.
Ça vous donne une idée de ce qu'il vient de lire. Et là, la réponse tombe froide, chirurgicale, votre silence. Votre coopération. En échange, un découpage du pouvoir à la française, propre, précis, implacable. L'immigration et la sécurité dans une direction, le social et l'économique dans une autre, l'Europe et l'international dans une troisième. C'est Le Pen qui pose la question, celle que tout le monde avait en tête. Et vous gardez quoi dans l'histoire? La réponse, simple, glaciale, définitive. Moi, je coordonne et je m'occupe de Macron. Une ère inédite venait de s'ouvrir dans le paysage politique français et elle avait démarré en catimini loin des caméras et des micros. Jamais sous la vieille République, l'opposition n'avait accepté de tendre la main au pouvoir en place. Pas par idéal, pas par sens du devoir, non. C'était du pur calcul, un opportunisme froid mêlé d'une envie de revanche bien personnelle contre Macron. Et les semaines passant, les Français ont eu droit à un spectacle franchement surréaliste. Les attaques de l'opposition de plus en plus molles, les débats à l'Assemblée. Ils perdèrent leur mordant, leur venin, leur énergie. Une espèce de sérénité étrange s'était posée sur la vie politique, et les médias, évidemment, se sont empressés d'appeler ça l'apaisement du débat démocratique. L'apaisement, ouais, bien sûr. Ce que personne ne voulait admettre, c'est que l'écornu était en train de tout reconstruire méthodiquement, silencieusement, brutalement, efficacement. Un système politique entièrement nouveau prenait forme sous ses mains. Les partis traditionnels, ils coopéraient, pas parce qu'ils le voulaient, parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et Macron, dans tout ça, une façade, décorative, presque pittoresque. Mais voilà ce qui est vraiment dingue, ça marchait. Les réformes s'enchaînaient. La France se modernisait à un rythme qu'on n'avait pas vu depuis des décennies. Et l'opinion publique globalement satisfaite. Franchement satisfaite. Un journaliste du Figaro l'a formulé mieux que quiconque en observant la scène. Comment fait-il ça? Comment Lecornu arrive-t-il à faire accepter à Marine Le Pen et à Mélenchon de travailler ensemble? Bonne question, mon ami. Très bonne question. Pendant des mois, Lecornu avait fait son travail en silence, collecté, archivé, classé. Sur chaque figure politique de France, il détenait quelque chose. Le Pen et ses comptes planqués à l'étranger. Mélenchon et ses déclarations de revenus qui ne tenaient pas la route. Wauquiez et ses petits arrangements avec les marchés publics. Personne n'était propre. Et lui, il le savait mieux que quiconque. 6 mois après la naissance de cette alliance, dans l'ombre, nous sommes au printemps 2026. La France avait changé de visage. En surface, une démocratie présidentielle comme avant, comme toujours. Drapeau, institution, discours républicain. Mais en dessous, une oligarchie, pilotée par un seul homme, avec la complicité forcée, certes mais réelle, de l'ensemble de la classe politique. Tout le monde jouait le jeu, parce que tout le monde avait quelque chose à perdre. Et pendant ce temps-là, côté Macron, c'est le naufrage total, les gars. Parce que là, on parle plus d'un président. On parle d'un homme qui s'effondre. Lentement. Sûrement. Chaque jour qui passe, le vide un peu plus. Privé de tout pouvoir réel. Surveillé en permanence. Humilié chaque matin qu'il se lève. Il n'est plus que l'ombre de ce qu'il était. Et son entourage le voit. Il le voit sombrer. Et il commence à s'inquiéter sérieusement. Alors Brigitte, à un moment, elle lâche ce qu'elle pense vraiment. Monsieur le Président, peut-être qu'il faudrait envisager de démissionner. Cette situation vous détruit. Et lui, faiblement, parce qu'il n'a même plus la force de se défendre correctement, il répond « Je ne peux pas. Si je pars, il révèle tout. Ma réputation sera anéantie pour toujours. » Mais votre santé mentale dans tout ça, ma santé mentale, c'est le prix à payer pour ce que j'ai fait. Lourd, vraiment lourd. Mais voilà la partie qui fait froid dans le dos. Cette conversation, comme toutes les autres, était enregistrée. Chaque mot, chaque aveu, chaque soupir, tout était capturé. Il n'avait même plus ça, la confidentialité de sa propre douleur. Le Premier ministre savait exactement dans quel état se trouvait Macron et franchement, il s'en délectait, profondément, sans aucun remords. Mais Lecornu n'avait pas encore abattu sa dernière carte. Juin 2026. Il décide de passer à la phase terminale. L'objectif, effacer Macron de l'échiquier politique définitivement. Pas par un scandale retentissant, non. Trop bruyant, trop imprévisible. La méthode choisie, une démission volontaire, propre, chirurgicale. Il orchestre alors une mise en scène d'une précision redoutable.
Première étape, des rumeurs sur l'état de santé du président filtrent dans la presse, pas par hasard évidemment. Deuxième étape, des informations commencent à circuler, comme quoi Macron souhaiterait se retirer de la vie politique pour des raisons personnelles. Et troisième étape, la plus décisive, il convoque Macron lui-même pour une confrontation finale dans le bureau présidentiel. Le décor est planté, le piège est tendu. Lecornu entra, s'installa dans le fauteuil comme chez lui et le bureau silencieux de l'Élysée devint soudain une cage. « Monsieur le Président !» dit-il, la voix posée, presque affectueuse. « Il est temps pour vous de prendre une décision courageuse. » Macron, les yeux éteints, posa la question qu'il redoutait. Laquelle? Démissionner. Pour le pays. Pour vous aussi, d'ailleurs. Un silence, puis la résistance ultime et fragile. Et si je refuse? Lecornu sourit, pas méchamment, c'est presque ça le plus terrible, et répondit avec la calme précision d'un chirurgien. Alors je libère tout, mais pas d'un coup, progressivement, jour après jour, des mois durant. Je ferai durer votre agonie, monsieur le président. Macron se tourna vers la fenêtre. Les jardins de l'Élysée brillaient hors beaux indifférents déjà perdus. Vous avez gagné, Sébastien, complètement gagné. Je sais, répondit l'autre sans triomphalisme. Maintenant, la seule vraie question, vous partez debout ou vous vous laissez traîner dans la boue? Vous voulez que je vous dise ce qui se passe quand un homme perd tout contrôle sur sa propre destinée? C'est simple, il négocie. Et si je démissionne, qu'est-ce que j'y gagne, moi? La réponse est froide chirurgicale. Vous gardez l'honneur, le vernis officiel, vos mémoires, votre version, votre récit personne ne touchera à ça. Un silence. Puis la question inévitable, et vous, où vous allez avec tout ça? Et là, sans la moindre hésitation, sans même baisser la voix, je deviens ce que j'ai toujours été en réalité, le vrai patron de ce pays. Le 30 juin 2026, le président de la République française annonce sa démission, pour raison de santé officiellement, pour permettre un renouvellement démocratique politiquement. Dans son discours d'adieu, il remercie chaleureusement son Premier ministre Sébastien Lecornu. Il demande aux Français de lui faire confiance. Et le rideau tombe. Proprement, silencieusement, comme prévu. La Constitution lui ouvrait une fenêtre d'opportunité unique en tant que Premier ministre Lecornu, hérité automatiquement de l'intérim présidentiel, mais organiser des élections dans la précipitation hors de question. Il avait des plans bien plus ambitieux. Une révision constitutionnelle fut donc mise sur la table, présentée comme une nécessité face aux défis du moment. Ce que personne ne vit venir, c'est que derrière les portes closes, l'ensemble des partis politiques qu'il tenait en main avaient déjà donné leur accord. Le référendum ne fut qu'une formalité, une mise en scène démocratique soigneusement orchestrée. Le résultat, la France basculait vers un régime parlementaire. Désormais, c'est le Premier ministre qui tenait réellement les rênes du pouvoir exécutif. Quant au président, il n'était plus que l'ombre de lui-même, un chef d'État purement symbolique, élu non plus par le peuple, mais par le Parlement. Septembre 2026. La date restera dans les livres d'histoire, ou plutôt dans la version des livres d'histoire qu'on autorisera à écrire. Sébastien Lecornu, Premier ministre, élu par une majorité écrasante de députés, officiel, légal, propre. Sauf que, attendez, le pouvoir qu'il exerçait déjà dans les faits, vous avez entendu ça? C'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire elle-même qui le reconnaît. Il avait déjà le pouvoir avant le vote, avant l'élection. La République française venait juste de régulariser la situation, comme on régularise un bail qu'on signe 3 mois après être entré dans l'appartement. Et le discours d'investiture, stabilité, efficacité, réconciliation nationale, 3 mots magnifiques. 3 mots qui ne veulent absolument rien dire sans contexte, mais qui sonnent tellement bien dans un micro. Maintenant, le moment dont j'avais besoin pour souffler dans mon café, dans la salle Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Laurent Wauquiez, qui applaudissent chaleureusement, tous ministres, tous ensemble, tous souriants. Je vais vous poser une question simple, qu'est-ce qui efface des décennies d'idéologie politique? Qu'est-ce qui transforme des ennemis jurés en collègues souriants dans le même gouvernement? L'histoire dit que leurs différences s'étaient mystérieusement estompées. Mystérieusement, ce mot fait tout le travail là.
Loin de Paris, depuis sa résidence privée en Normandie, achetée grâce au cachet de ses conférences à l'étranger, seule source de revenus qui lui restait, Emmanuel Macron avait les yeux rivés sur l'écran de télévision. La cérémonie défilait devant lui en silence. « Tu crois qu'il va réussir ?» murmura Brigitte, les yeux toujours fixés sur les images. Son mari ne répondit pas tout de suite, puis, avec une amertume à peine voilée, « Il a déjà réussi. Il a accompli ce qu'aucun homme politique avant lui n'avait su faire, rassembler toute la classe politique française sous une seule autorité, la sienne. C'est un génie du mal, mais un génie quoi qu'on en dise. 2 ans. Il n'en a fallu que 2 pour que Sébastien Lecornu réalise ce que personne n'osait même imaginer. Nommé une seconde fois par Macron comme si c'était une faveur, comme si c'était un cadeau, il a retourné la situation d'une manière que franchement même ses plus fervents supporters n'avaient pas anticipé. Parce que là, on ne parle pas d'un simple succès politique, on parle d'une hégémonie totale. Tous les partis dans sa poche, l'opinion publique derrière lui, et les institutions, celles qu'il avait lui-même réformées pour lui, autour de lui. C'est ça qui est fascinant vraiment, sa revanche personnelle contre Macron, elle ne s'est pas arrêtée à une victoire symbolique. Non. Elle s'est transformée en révolution, une révolution de régime, une révolution d'opposition, une révolution d'époque. Il a unifié des forces qui se détestaient. Il a posé les fondations d'une domination qui pourrait durer des décennies. L'homme qu'on avait trahi, l'homme qu'on avait humilié en 2024, cet homme-là est devenu en 2026 le maître incontesté de la France. Et tout ça a commencé avec une signature. Un simple décret de nomination. Celui qu'Emmanuel Macron croyait tenir entre ses mains et qu'il n'aurait jamais dû signer. Ce que l'histoire retiendrait, c'est double. D'un côté, la faute monumentale de Macron en renommant Lecornu, une erreur qui lui coûterait tout, et de l'autre, le génie froid de Lecornu qui avait su transformer cette faute en œuvre politique immortelle. La revanche. Elle n'était plus seulement totale, elle était gravée dans le marbre du temps. 12 mois après, en octobre 2027, les ors du château de Versailles accueillirent une cérémonie officielle, marquant le premier anniversaire de la Nouvelle République. Et c'est là, sous les lustres et les fresques de l'Ancien Régime, que Sébastien Lecornu prit la parole, un discours qui, en quelques mots, résumait à lui seul un destin hors du commun. 3 ans. Juste 3 ans pour passer du gouffre au sommet. Debout face à une salle entière de dignitaires internationaux, il a lâché cette phrase avec le calme de quelqu'un qui a tout calculé à l'avance. J'étais un homme trahi, écarté, humilié. Et aujourd'hui, je dirige un pays unifié, modernisé, respecté sur la scène mondiale. Et là, dans la salle, tu entends quoi? Le silence. Ce silence pesant où tout le monde prend des notes. Parce que ce qui se passait devant eux, c'était pas de la chance. C'était pas un coup de bol politique. C'était une vision, une détermination. Et surtout, et c'est là que ça devient fascinant, une patience que très peu de dirigeants sont capables d'avoir. Le modèle Lecornu. Voilà ce dont tout le monde murmurait dans les couloirs. Comment est-ce qu'un seul homme réussit à construire un consensus politique aussi massif tout en gardant une efficacité gouvernementale aussi redoutable? C'est la question que se posaient tous les ambassadeurs, tous les leaders européens présents ce jour-là. Et franchement, même moi, j'ai pas de réponse simple à vous donner. Et le symbole absolu de cette journée, Macron lui-même était là, assis dans l'assistance. En tant qu'invité d'honneur, quelle ironie à applaudir poliment celui qu'il avait jadis façonné de ses propres mains, son ancien protégé, devenu sans crier gare son supérieur. L'humiliation totale, cuisante, mais savamment dissimulée derrière les sourires de façade et les protocoles de la République. Dans les jardins du château, après la cérémonie, les 2 hommes se croisèrent. Un moment suspendu. Macron s'approcha, sourire forcé, accroché aux lèvres. « Félicitations, Sébastien. Vous avez accompli ce dont je n'ai moi jamais été capable. » Et Lecornu, avec une courtoisie chirurgicale, répondit « Merci, monsieur l'ancien président. Mais souvenez-vous, sans vos erreurs, je n'aurais jamais vraiment appris à gouverner. » Voilà, un échange de 20 secondes, mais chaque mot pesait 1 tonne. Et voilà le mot de la fin, une ironie à la fois subtile et absolument féroce. Remerciez celui qui vous a poignardé dans le dos, seulement si cette lame vous a propulsé tout en haut. Lecornu n'a pas survécu à la trahison de Macron, il en a fait son tremplin. Aujourd'hui, c'est lui qui tient les rênes du pays le plus influent d'Europe. L'élève a non seulement rattrapé le maître, il l'a écrasé,
Et le maître, il ne lui reste plus qu'à applaudir impuissant la maestria de celui qu'il croyait contrôler.